À l'hiver 1944, la guerre en Europe s'effondrait sur elle-même. Les lignes de front allemandes reculaient de France, de Belgique et des confins occidentaux du Reich. Et avec cette retraite survint quelque chose que l'État nazi n'avait jamais sérieusement planifié à grande échelle. La capture. Des unités entières se rendirent. Le personnel de ravitaillement fut abandonné. Des employés de bureau, des infirmières, des opérateurs radio, des auxiliaires de défense anti-aérienne et des adolescentes enrôlées de force dans le Reichsarbeitsdienst et la Luftwaffenhelferin se retrouvèrent soudain prisonnières d'un ennemi qu'on leur avait appris à craindre par-dessus tout. Pour de nombreuses femmes allemandes faites prisonnières par les forces américaines à la fin de 1944 et au début de 1945, le premier choc ne fut pas la capture elle-même. Ce fut le silence qui suivit. Pas de coups, pas de hurlements, pas de vengeance immédiate, juste des instructions criées en anglais. De la confusion, puis du mouvement. Un long mouvement épuisant loin du front. Elles furent d'abord conduites vers des zones de détention temporaires. Ce n'étaient pas des camps au sens où la plupart des gens l'imaginent. C'étaient des enclos improvisés, des fermes abandonnées, des cours d'école, des usines aux fenêtres brisées, des champs ouverts clôturés de barbelés. En France et en Belgique, les unités de gouvernement militaire de l'armée américaine et les équipes de traitement des prisonniers travaillaient sous une pression immense. Des dizaines de milliers de prisonniers arrivaient chaque jour. La nourriture manquait, les abris encore plus. L'hiver était arrivé tôt et le sol était dur et humide. Les femmes furent séparées des prisonniers masculins rapidement, souvent en quelques heures. Ce n'était pas tant une décision morale qu'une décision logistique. Les règlements de l'armée américaine exigeaient la ségrégation lorsque c'était possible, et les commandants étaient parfaitement conscients des problèmes de discipline que les camps mixtes pouvaient causer. Les prisonnières allemandes furent donc regroupées ensemble, parfois dans des bâtiments réquisitionnés, parfois sous des tentes en toile, parfois dans de longs baraquements en bois assemblés à la hâte par des unités du génie. C'est dans l'un de ces camps, selon de multiples témoignages d'après-guerre et des rapports militaires américains, qu'un incident mineur mais révélateur se produisit. Un incident dont beaucoup de ces femmes se souviendraient plus tard plus clairement que du moment de leur capture. Les baraquements étaient nus, des planchers en bois, des bancs en bois, pas de rembourrage, pas de dossier. Les femmes avaient marché ou été transportées pendant des heures, parfois des jours. Beaucoup étaient sous-alimentées. Certaines portaient encore de fines jupes de service ou des manteaux mal ajustés, jamais conçus pour l'hiver. Quand on leur ordonna enfin de s'asseoir, le soulagement ne dura que quelques minutes. Puis la douleur commença. Les bancs étaient des planches brutes, non finies, clouées sur de simples cadres. Après des jours de déplacement, d'exposition au froid et de déshydratation, s'asseoir n'apportait pas de réconfort. Cela empirait les choses. La pression sur les hanches et le coccyx était vive. Certaines femmes se déplaçaient constamment. D'autres se relevaient, préférant rester debout plutôt que d'endurer la douleur. Quelques-unes rirent doucement au début, ce genre de rire qui vient quand l'épuisement fait disparaître toute gêne. Puis quelqu'un le dit à voix haute en allemand. « Sitzen tut weh » s'asseoir fait mal. Au début, les Américains ne comprirent pas. Les gardes étaient pour la plupart de jeunes hommes, des remplaçants d'infanterie, des troupes de l'arrière, des policiers militaires, beaucoup d'entre eux pas plus âgés que les prisonnières elles-mêmes. Leur allemand se limitait à quelques ordres, mais l'inconfort est universel. Les mouvements incessants, les grimaces, la façon dont les femmes se levaient, se rasseyaient, puis se relevaient encore. Un garde fit un geste, demandant par signe quel était le problème. Une femme allemande, probablement une ancienne employée de bureau affectée à une unité anti-aérienne, montra le banc, puis son bas du dos et ses hanches. Elle mima la douleur. Une autre répéta la phrase lentement, soigneusement. « S'asseoir fait mal ». Le garde fronça les sourcils. Il regarda le banc. Il pressa sa propre main contre le bois, le testant. Il hocha la tête, ne comprenant pas entièrement les mots, mais saisissant le sens. Il s'éloigna sans commentaire. Les femmes ne s'attendaient pas à ce que quelque chose se passe ensuite. Elles avaient été élevées avec des années de propagande. Les soldats américains, leur avait-on dit, étaient brutaux, vengeurs, indisciplinés. Être capturé par eux signifiait l'humiliation au mieux, la violence au pire. Les plaintes, surtout de la part de prisonnières, étaient inutiles. Dans le système allemand, la faiblesse était punie. L'inconfort était sans importance. Les ordres étaient absolus. Alors quand le garde revint 1 heure plus tard, pas seul mais avec 2 autres portant quelque chose d'inattendu, la réaction à l'intérieur du baraquement fut le silence. Ils apportèrent des couvertures, pas des couvertures allemandes confisquées, mais des couvertures réglementaires de l'armée américaine, vert olive, rugueuses mais propres.
Elles furent pliées et placées sur les bancs une par une. Dans certaines sections, de la paille fut ajoutée en dessous, récupérée dans des fermes voisines. Dans d'autres, les planches furent ajustées, lissées ou entièrement remplacées. Aucun discours ne fut prononcé, aucune explication. Les gardes travaillèrent simplement, puis reculèrent. L'un d'eux fit un geste. « Asseyez-vous !» Les femmes hésitèrent, puis l'une d'elles s'assit lentement, prudemment. Ses épaules se détendirent. La douleur ne disparut pas, mais elle s'atténua. Les autres suivirent. Le banc était toujours dur. Le froid s'infiltrait toujours depuis le sol. Mais la différence était indéniable. Ce n'était pas de la gentillesse au sens où les histoires présentent souvent la gentillesse. C'était pratique, silencieux, presque bureaucratique. Mais pour les prisonnières, cela brisa les attentes plus complètement que n'importe quel grand geste n'aurait pu le faire. Au cours des semaines suivantes, des moments similaires s'accumulèrent. Dans plusieurs camps de prisonnières de guerre gérés par les Américains en France et plus tard dans le sud de l'Allemagne, les rapports décrivent des gardes américains organisant des vêtements supplémentaires quand les approvisionnements le permettaient. Des vestes de campagne trop grandes furent distribuées, des gants apparurent. Dans un cas enregistré par une infirmière de l'armée américaine affectée à un camp de traitement près de Reims, des femmes souffrant de douleurs sévères aux pieds furent autorisées à retirer leurs bottes pendant les périodes de repos, quelque chose de presque impensable sous la discipline militaire allemande. Les examens médicaux suivaient la procédure de l'armée américaine, pas l'idéologie allemande. Les poux étaient traités méthodiquement, les engelures étaient prises au sérieux. Les besoins menstruels, rarement évoqués dans les documents officiels, mais mentionnés dans les mémoires, étaient abordés maladroitement mais pratiquement, souvent grâce aux fournitures de la Croix-Rouge ou à des solutions improvisées. Il y avait de la gêne des deux côtés, mais aussi le sentiment que ces problèmes n'étaient pas des punitions, juste des réalités. Les femmes remarquèrent autre chose aussi. Les Américains ne criaient pas, sauf si nécessaire. Les ordres étaient donnés clairement. La discipline était appliquée, mais elle était cohérente. Quand les règles étaient enfreintes, des conséquences suivaient, mais elles étaient prévisibles. Il n'y avait pas de passage à tabac arbitraire, pas de punition collective pour des infractions individuelles. Pour de nombreuses prisonnières de guerre allemandes, c'était leur première exposition prolongée à une autorité qui ne reposait pas uniquement sur la peur. Cela ne signifiait pas que la captivité était facile. La nourriture était basique. Des rations en conserve, de la soupe, du pain quand il y en avait. La faim était constante. Les nouvelles de chez elles étaient inexistantes. Beaucoup ne savaient pas si leur famille était vivante. Les raids aériens continuaient de gronder au loin. La guerre était encore très présente, mais les petits détails comptaient. Le banc qui ne faisait plus aussi mal. La couverture qui sentait légèrement le savon et la toile au lieu de la fumée. Le garde qui haussait les épaules quand on le remerciait, comme si toute la situation n'avait rien de remarquable. Au début de 1945, alors que l'armée américaine s'enfonçait plus profondément en Allemagne, le nombre de prisonnières de guerre augmenta. Certains camps devinrent plus permanents, d'autres étaient des zones de détention temporaires avant le transport vers des installations plus grandes. Le système était imparfait et souvent débordé, mais les principes directeurs demeuraient. La Convention de Genève n'était pas un document abstrait pour l'armée américaine. C'était de la formation, de la doctrine, de la paperasse, des inspections. Les officiers étaient tenus responsables du respect des règles. Les abus faisaient l'objet d'enquêtes, pas toujours parfaitement, mais assez souvent pour créer une culture où la cruauté inutile était découragée plutôt que récompensée. Pour les femmes, la prise de conscience vint lentement et de manière inégale. Elles n'étaient pas affamées volontairement, elles n'étaient pas humiliées pour le plaisir, elles n'étaient pas invisibles. Des années plus tard, certaines auraient du mal à concilier cette expérience avec ce qu'on leur avait enseigné. Quelques-unes parlèrent de culpabilité. La culpabilité d'avoir été traitées décemment alors que le régime qu'elles avaient servi commettait des atrocités ailleurs. D'autres parlèrent de confusion. Un plus petit nombre parla de gratitude, bien que même ce mot semblât dangereux dans l'Allemagne d'après-guerre. Mais presque toutes se souvenaient du même type de moment. Le jour où les bancs furent réparés, le jour où les couvertures arrivèrent. La reconnaissance silencieuse que la souffrance n'était pas nécessaire pour prouver la défaite. À l'échelle immense de la Seconde Guerre mondiale, ces détails comptent à peine. Aucune bataille ne fut gagnée grâce à un banc rembourré. Aucune campagne ne bascula parce qu'un garde écouta au lieu d'ignorer une plainte. L'histoire s'arrête rarement pour de telles choses. Et pourtant, pour les femmes qui s'assirent et ressentirent moins de douleur qu'elles ne s'y attendaient, la guerre changea légèrement à ce moment-là. L'ennemi devint humain. L'autorité devint autre chose que la terreur. La survie ne dépendait plus uniquement de l'endurance, mais de l'adaptation à un monde qui ne se comportait pas comme on les avait avertis qu'il le ferait. Après la guerre,
Beaucoup de ces femmes disparurent dans la vie civile. Certaines se reconstruisirent, certaines luttèrent, certaines ne parlèrent jamais de leur temps comme prisonnières. Mais dans des lettres, des journaux intimes et des entretiens recueillis des décennies plus tard, la même phrase apparaît encore et encore. Parfois citée, parfois paraphrasée, nous pensions que ce serait pire. Parfois l'histoire est façonnée non pas par ce qui se passe, mais par ce qui ne se passe pas. Aucune punition ne suivit la plainte, aucune représaille ne vint. Seulement une couverture, un banc réparé, et la compréhension silencieuse que même en temps de guerre, la douleur n'avait pas à être le but. Si vous avez trouvé cette histoire digne d'être retenue, pensez à vous abonner pour que ces moments ne soient pas perdus dans le temps. Aimez la vidéo pour l'aider à atteindre plus de personnes et commentez ci-dessous d'où vous regardez.